Moi, chers amis, je devrais même peut-être dire chers compagnons ce soir. Merci beaucoup. Je vais commencer par les traditionnels remerciements et non moins sincères remerciements. Merci d'être venus si nombreux. Enfin, si nombreux pour moi, justement, pour écouter un illustre inconnu. Voilà. Je vois quelques têtes qui me sont familières et croyez-moi, j'en suis bien touché. Je voudrais aussi remercier bien sûr le cercle Aristote et en premier lieu Pierre-Yves Rougeron. J'ai bien conscience de l'honneur qu'il me fait, notamment au regard des personnes qui m'ont précédé à ma place. Alors, en réfléchissant ce soir à ce petit exposé, j'ai pensé assez rapidement au mot de Paul Éluard. Le tout est de tout dire, et je manque de temps, et je manque de mots, et je manque d'audace. Parce que le tout, la complexité en fait, pour parler du général de Gaulle, et en fait réside dans le fait que le général transcende en fait toutes les positions politiques traditionnelles. Il pulvérise les classifications droite-gauche, la classification république-monarchie, nationalisme-internationalisme, régime présidentiel, régime parlementaire, parti de l'ordre et parti du mouvement. Pour autant, il y a deux éléments sur lesquels je voudrais me focaliser ce soir. C'est qu'est-ce que De Gaulle a de capétien et en quoi fut-il le dernier ? Alors pour revenir très rapidement, Capétien vient bien sûr de Hugues Capet, roi qui a été élu. Roi élu, justement, on pourrait revenir sur la question de la monarchie élective. Roi élu à la mort de Louis V. Et le terme capétien va justement se perpétuer tout au long de la monarchie d'Ancien Régime, puisque par exemple Louis XVI, lorsqu'il fut condamné, se fit appeler par le tribunal révolutionnaire Monsieur Capet. En 1969, quelques temps après s'être retiré de l'Élysée suite à l'échec au référendum, le général de Gaulle, assis à son bureau de Colombey, commençait à rédiger ses mémoires d'espoir, sorte de testament politique, pour donner à voir toute l'épaisseur de son œuvre. Et il écrira, en revenant sur les événements de 1958, « Vais-je saisir l'occasion historique que m'offre la déconfiture des partis pour doter l'État d'institutions qui lui rendent sous une forme appropriée au temps moderne la stabilité et la continuité dont il est privé depuis 169 ans. » D'emblée, le général de Gaulle pose les bases et met en lumière la dichotomie entre la stabilité et la continuité de l'Ancien Régime, et donc, à contrario, l'instabilité et la discontinuité des républiques, notamment les 3e et des 4e républiques. Aussi, nous pouvons nous poser la question quel dessein institutionnel de Gaulle avait pour la France, et nous verrons alors que la réponse à cette question se trouve davantage dans l'opposition à la fidélité. La question se trouve davantage dans l'opposition entre la fidélité et l'infidélité plutôt que dans les termes opposés et réducteurs droite-gauche, république-monarchie. Ce qui nous importe ici, en réalité, c'est comment le général a souhaité rester fidèle à la tradition institutionnelle française, c'est-à-dire, en fait, pour reprendre les mots de l'écrivain souverainiste Paul-Marie Couteau, fidèle autant à l'avenir qu'au passé de la France. Alors, bien que De Gaulle ne fût pas un grand défenseur de Napoléon Ier, il écrira notamment « Il a brisé l'épée de la France ». Il dira également de lui « Ne marchandons pas sa grandeur, il le fallait pour la France ». Et je crois que nous pouvons aisément reprendre ces mots pour le général « Ne marchandons pas sa grandeur ». Et cela commence, contrairement à ce que fait la quasi-totalité de la classe politique, à respecter sa mémoire et sa pensée. Mais là encore, De Gaulle l'avait anticipé, puisqu'il s'écria « Ils attendent que je meure pour se revendiquer de moi ». Au cours de la dernière campagne présidentielle,
le Parisien titrait « Ils auraient tous voté De Gaulle ». Et chacun, à loisir, faisait de la surenchère pour capter au moins une partie de l'héritage gaullien. Alors les exemples sont nombreux, on peut parler par exemple de François Fillon, citant le général pour sa probité, se déclarant l'héritier de Philippe Séguin, tout en parlant de souveraineté partagée. Mélenchon, se faisant l'héritier de la politique étrangère gaullienne, et nous présentant une 6e République, qui est en fait une 4e République perversifiée. Et c'est la même chose pour les autres hommes politiques, ou même les femmes. On peut parler de Nadine Morano, qui se décrit comme une fervente gaulliste, mais qui disait encore récemment que le peuple britannique avait mal voté et qui devait revoter le Brexit. C'est également, alors là on est vraiment au comble, peut-être au comble de la bêtise, ou même comme Bandit, Dany Le Rouge, s'écriait encore récemment qu'il se disait gaulliste parce qu'il avait même la même vision que le général de Gaulle concernant le Sénat. Bref, tout porte à croire que par posture, par tactique politicienne, la classe politique se serait convertie à la religion gaulienne, sans avoir pris le temps, en tant que croyant revendiqué, le soin de comprendre, ni même de lire les évangiles. Alors pour comprendre le dessin institutionnel gaullien, je pense qu'il faudrait revenir sur les leçons, ce que De Gaulle appelait les leçons millénaires de la Maison France. Contrairement à ce qu'on dit souvent, le gaullisme n'est pas qu'un pragmatisme. C'est aussi une synthèse française, héritée d'une somme historique, culturelle et intellectuelle. À ce titre, je vous conseille le livre, si vous ne l'avez pas lu, le livre d'Alain Larcan, De Gaulle, la culture, l'esprit, la foi, qui porte l'objectif de comprendre la genèse et la pensée du général, sa structure, ses filiations, ses arborescences et surtout ses sources directes et ses idées forces. Dans ses mémoires de guerre, le général disait, en parlant de son père, « Il était imprégné de sentiments de la dignité de la France. Il m'en a découvert l'histoire. Ce que je peux savoir d'histoire et posséder de philosophie, c'est de mon père que je le tiens. » Et Malraux dira également du général, « Il était hanté par l'histoire. » Le général avait conscience plus que n'importe qui d'autre de l'épaisseur historique de notre pays. Lui qui disait « Il y a 1500 ans que nous sommes la France, et il y a 1500 ans que la patrie demeure vivante dans ses douleurs et ses gloires. » Il écrira dans son ouvrage « La France et son armée », la France fut faite à coups d'épée. Symbole de l'autorité royale, signifiant la puissance militaire, la décision légitime et donc souveraine de faire la paix ou la guerre, et le devoir comme roi très chrétien de défendre l'Église. Par là même, on comprend que la France n'est en aucun cas une construction qui allait de soi, mais qu'elle est le résultat d'une volonté politique d'unifier une multitude de peuples sur un même territoire. C'est la France française, comme disait Michelet, c'est-à-dire la France autour de Paris qui a fini par s'imposer aux différentes Frances, qui aujourd'hui constituent l'espace hexagonal. Alors au plus fort du tumulte, pour reprendre les mots du général, la royauté travaille à l'unité. La maison capétienne regroupa et organisa la France, en commençant par une domination fixe d'un territoire restreint et la centralisation entre ses mains de la violence physique légitime. On revient exactement à la définition de l'État moderne développée par Max Weber, le monopole de la violence légale légitime. C'est ce processus dynamique d'acquisition de monopole sur un territoire de plus en plus grand, expliqué notamment par Norbert Elias dans son livre La dynamique de l'Occident, qui permettra la construction de la France. Ce n'est donc pas un territoire qui s'est donné à un État, c'est bien l'État qui a construit son territoire. Et c'est pour cette raison, en fait, que l'État a pour la France une dimension toute particulière. Et on le verra au fil des siècles, les rois dotent la France d'une administration centrale, d'une armée, d'un parlement, d'institutions. Il faut quand même rappeler que ce processus
ne fut pas linéaire et qu'il y a eu, comme dans toute histoire, quelques échecs. Je pense notamment à Louis VII, par exemple, qui après s'être marié avec la reine Aliénor, divorça. Et la reine, en divorçant, se remaria après avec Henri Plantagenet, qui deviendra le futur roi d'Angleterre, et qui donna en dot toute une grande partie, toute l'ouest de la France. Donc il s'avérait que le roi d'Angleterre contrôlait toute la partie qui allait de l'Écosse aux Pyrénées. Je pense également donc à toute l'histoire de la guerre de 100 ans, où justement la France, vaille que vaille, voulait continuer à exister, et dont les rois assuraient justement la pérennité de l'État, donc la pérennité de la France. Et c'est cette habitude de vivre ensemble, sous le regard d'un même monarque, qui développa le sentiment national. Alors au XIe siècle, la chanson de Roland évoque par exemple la France, France la douce. Ou alors Urbain II, prêchant la première croisade, lance un appel aux Français aimés et élus de Dieu. La défense du royaume permit également le développement de cette conscience française. La bataille de Bouvines, où l'un des ascendants de De Gaulle batailla, en 1214, marqua la victoire de Philippe Auguste sur le roi Jean sans Terre, et voit pour la première fois nobles et gens du peuple combattre côte à côte sous la bannière Fleur-de-Lysée. Alors comme nous l'avons vu, l'État n'est pas un organisme spontané. Il n'existe que parce qu'un pouvoir le crée, l'assume et éventuellement le restaure. Et selon le général, l'État est l'ossature de la nation, la condition de sa survie, son défenseur contre les épreuves externes et internes qui la menacent. Il n'y a de France que par l'État et la France ne pourra se maintenir que par lui. Alors, sous l'Ancien Régime, à la tête de l'État, un roi souverain, c'est-à-dire non pas un monarque qui ne dépend de personne et qui commande à tous, mais un monarque qui, d'après la racine latine, régirait, et celui qui dirige, c'est-à-dire celui qui conduit vers un ordre supérieur. Il y a toujours une dimension de verticalité dans le pouvoir. Aussi, la monarchie absolue n'est pas la monarchie, contrairement à ce qu'on a pu dire encore une fois, la monarchie sans limite, mais la monarchie achevée, parfaite. Et pour paraphraser encore Louis XIV, je suis la tête dont les sujets sont les membres de ce même corps. Le roi, bien sûr, détenait le pouvoir législatif et exécutif, mais il s'appuyait sur des ministres. Le chancelier, le contrôleur général des finances et les secrétaires d'État, 4, secrétaire d'État de la guerre, des affaires étrangères, de la marine et de la maison du roi. Et c'est là où c'est important et qu'on peut faire le lien avec le général de Gaulle. On décèle chez les monarques d'Ancien Régime ce que Weber appellera les 3 légitimités, formant en réalité ce qu'on appelle une soumission légitime du peuple au souverain. Un consensus populi, une légitimité profonde qui procède, là encore pour reprendre les mots de Gaulle, non point de la représentation multiple, incertaine et troublée des tendances qui divisent la nation, mais bien des sentiments, des espoirs, des institutions qui tendent au contraire à les unir. Alors quelles sont ces 3 légitimités ? Il y a d'abord la légitimité traditionnelle, entraînant une autorité respectée par coutume. Sous la monarchie, en vertu d'un principe traditionnel admis par tous, l'hérédité faisait du roi la source unique des pouvoirs. Mais elle n'existait plus depuis un fameux matin de janvier 1793. Il y a également la légitimité charismatique, issue d'une autorité naturelle désignant ce qu'on appelle l'homme providentiel. Alors comme Dieu ordonnateur de toutes choses, ou d'une manière plus profane, comme une personne qui arrive à point nommé pour sauver une situation, ou qui constitue une chance, un secours exceptionnel. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la légitimité légale fondée sur la loi. Alors comme chacun le sait, à la fin du XVIIIe, éclate comme une tempête, pour reprendre les mots du général, la Révolution française. C'est un temps, dira le général, où il fallait se réformer, c'est en un temps où il fallait se réformer ou se briser que notre peuple, pour la première fois, recourut à la République. Jusqu'alors, au long des siècles, l'Ancien Régime avait réalisé l'unité et maintenu l'intégrité de la France. Mais tandis qu'une immense vague de fonds
Se former dans les profondeurs, il se montrait hors d'état de s'adapter à un monde nouveau. C'est alors qu'au milieu de la tourmente nationale et de la guerre étrangère apparut la République. Alors même si le général ne se retrouve pas dans les défenseurs inconditionnels de la Révolution, il lui arrivera de citer la phrase de Clémenceau « La Révolution est un bloc ». Alors pour De Gaulle, il n'y a qu'une histoire de France. Tant il est vrai, dans la vie d'un peuple, chaque action du passé entre en compte pour l'avenir. Pour De Gaulle comme pour Barrès, et en réalité à l'inverse de Maurras, l'histoire de France est un tout. Et la Révolution n'est pas, contrairement à ce que disait le grand penseur de l'Action française, obligatoirement satanique. Contrairement à ce que pensait Maurras, De Gaulle ne pensait pas que la Révolution française était à l'origine de tous les maux de la France, et que seules les valeurs de l'ancien régime pourraient être la source de la rédemption. Pour le général, la République était comme pour Péguy, et comme pour notre Péguy, et comme pour Péguy, notre royaume de France. De ce fait, et c'est là où c'est intéressant, le général dépasse la vision monarchiste de l'époque, la vision monarchiste traditionnelle, et l'héritage politique qu'il a reçu de ses parents. Chacun sait par exemple que le général était un bienfaiteur de l'Action française, qui lisait le quotidien tous les jours, que sa femme était également, Jeanne Malot, une grande monarchiste, qu'elle pleurait en évoquant le jour où le comte de Chambord avait renoncé au trône, et qu'elle fermait même les volets de sa maison le 14 juillet. Et c'est elle aussi qui déclara un jour « Malheur, mes fils sont tous républicains ». Pour le général, et à l'instar de Tocqueville, la Révolution n'est pas vue comme une rupture, mais comme une métamorphose. On dépasse là encore une fois le clivage monarchie-république. Pour lui, par exemple, le jacobinisme ne fit que porter un peu plus avant la tendance de la monarchie absolue, centralisatrice par essence. Pour autant, et le général n'aura de cesse de le dire, la Révolution, en coupant la tête de l'État, a entraîné une instabilité politique et institutionnelle patente. Parce que, en réalité, les Français sont par essence prompts à la division et à l'inconstance, l'action politique appropriée consiste, en premier lieu, à les préserver contre leur propre égarement. En 1960, le général confiait, par écrit au comte de Paris, « Pour défendre ce pays contre ses divisions intestines, sans cesse renouvelées, c'est une lutte perpétuelle, toujours nécessaire, qui doit être menée pour le garder contre lui-même. » Là encore, il partageait les mots de Maurice Barrès. Il faut toujours une traduction plastique aux sentiments des Français qui ne peuvent rien éprouver sans l'incarner dans un homme. Dans notre vieux pays, en réalité de tradition catholique et monarchiste, le pouvoir s'exerce en réalité par incarnation et non par représentation. Alors si De Gaulle ne parlait pas de l'homme providentiel, il parlait plutôt du grand homme. Et il disait de lui, il faut qu'un maître apparaisse, indépendant en ses jugements, irrécusable dans ses ordres, crédité par l'opinion, homme assez fort pour s'imposer, assez habile pour séduire, assez grand pour une grande œuvre. Et la France, avant d'avoir une unité raciale comme l'Allemagne par exemple, ou une unité géographique comme le Royaume-Uni, est avant tout une histoire et une politique. C'est cette originalité qui amène par exemple l'historien Patrick Guéniffet à déclarer que la société française n'arrive pas à produire elle-même sa propre cohésion, et qu'elle est obligée dans les moments difficiles de se tourner vers la figure de l'homme providentiel pour la sortir du chaos. Et De Gaulle, ça l'avait parfaitement bien compris, lui qui encore une fois en 1958 écrivait au comte de Paris « La mission qu'il me faut assumer ne saurait être mieux définie, sauvegarder l'unité de la France et la préserver de l'anarchie. C'est-à-dire préserver la France d'un pouvoir illégitime reconnu comme tel par les citoyens. » Alors à partir de la Révolution française, si on fait exception de l'Empire, qui est une période assez particulière, il y a eu en France une crainte de l'homme providentiel en particulier et du pouvoir exécutif en général.
C'est en fait la phrase de Montesquieu: tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Le révolutionnaire anarchiste Clausewitz, qui est né en Allemagne, a été fait citoyen d'honneur en France, enfin citoyen d'honneur de la France, en 1792, fut également guillotiné en 1794, et quelques instants avant de subir le châtiment de la guillotine, déclara: France ou Gaule, tu seras heureuse lorsque tu seras guéri des individus. C'est-à-dire que lorsque tu seras guéri du pouvoir, de l'incarnation du pouvoir. Il entendait par là que le pouvoir exécutif devait être partagé, anonymisé, devant la toute-puissance du pouvoir législatif. De ce fait, avec la Première République, comme disait De Gaulle, on l'a vu succomber dans les abus et les troubles qu'elle n'avait pas pu maîtriser. Le directoire eut à sa tête 5 directeurs, dont notamment Barras, Sieyès, Carnot. Le consulat, 3 consuls, Cambacérès, Lebrun et Bonaparte. Tandis que la Deuxième République, pour reprendre une nouvelle fois les mots du général, on la vit s'élever au-dessus des barricades, se refuser à l'anarchie, se montrer social au-dedans et fraternel au-dehors, mais bientôt s'effacer encore faute d'avoir accordé l'ordre avec l'élan du renouveau. La Troisième République comportait des vices de fonctionnement. On pourrait peut-être s'arrêter quelques instants sur les institutions de la Troisième République. Il faut se rappeler, lorsque le maréchal MacMahon devint président de la Troisième République, il était encore question d'un retour à la monarchie. Mais c'est au moment où l'on renonça à la restauration dynastique, du fait de l'opiniâtreté du comte de Chambord, qu'on décida que le président de la République serait élu par le Parlement. Donc l'élection du chef de l'État faussait et tendait à effacer la séparation fondamentale des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Car le pouvoir exécutif ne bénéficiait plus d'une autorité pleine, indépendante et souveraine. Quand le pouvoir exécutif cesse d'être libre, il cesse d'être véritablement souverain. Ce sont les mots de Philippe de Saint-Robert. Et le général dira d'Albert Lebrun, qui était président de la Troisième République: pour être chef d'État, il lui manquait 2 choses, qu'il fût un chef et qu'il eût un État. Et la Quatrième République, là encore, l'exécutif n'existait pas par lui-même, mais n'apparaissait que comme l'expression aléatoire du pouvoir législatif. Le général dira, à force d'inconstance et d'instabilité, et quelles que puissent être les intentions, souvent les valeurs des hommes, le régime se trouva privé de l'autorité intérieure et de l'assurance extérieure sans lesquelles il ne pouvait agir. C'est pourquoi les députés placèrent à chaque fois un président de consensus, sans véritable pouvoir. Il faut rappeler que par exemple le président René Coty fut élu au bout du 13e tour de scrutin. Terrible réalité lorsqu'on sait que l'État qui a fait la France, que c'est l'État qui a fait la France et que l'absence d'État défait la France. Alors la force du général, lorsqu'il revient en 1958, fut d'offrir une synthèse issue de la République et de la monarchie. Pour autant, si De Gaulle ne retire pas la révolution du roman national, il est intéressant de se poser la question: que pense-t-il de la République et en réalité de quelle République parle-t-on? On sait l'aversion que le général avait pour la Troisième et la Quatrième République, dénonçant le parlementarisme, ce système tel que la qualité s'y consume dans l'impuissance. Et j'ai retenu notamment une lettre qu'il écrivait à sa mère lorsqu'il était capitaine: le Parlement devient de plus en plus odieux et bête. On sait cependant que c'est lui qui a rétabli l'ordre républicain après Vichy et qu'il a été durant quelques jours sous-secrétaire d'État à la Défense nationale. On sait également que le 4 septembre 1958, lorsqu'il présenta aux Français le projet de la Constitution de la Ve République, qu'il marqua à plusieurs reprises son attachement à la République. En revenant sur les récents événements d'Algérie, il s'écria:
Le déchirement de la nation fut de justesse empêché, on a pu sauvegarder la chance ultime de la République. Il voyait la République comme la souveraineté du peuple, l'appel de la liberté, l'espérance de la justice. Et aujourd'hui, autant que jamais, nous voulons qu'elle demeure. Pour autant, la Troisième et la Quatrième République sont-elles les véritables concrétisations de l'idée de République ? Et là, je reprendrai les mots, encore une fois, de Paul-Marie Couteau. Républicain, De Gaulle le fut plus que tout autre. Du moins si l'on prend pour mesure de la République l'exigence du bien commun. Sens ancien que retrouve Jean Bodin, intitulant la République son plaidoyer en faveur de la monarchie absolue, qui est en réalité une réponse à Machiavel, qui définissait la politique comme l'art de conquérir puis de garder le pouvoir, à quoi Bodin oppose une logique non de conquête et de préservation d'un pouvoir, alors considéré comme une fin, mais d'exercice d'un pouvoir mis au service d'autres fins que lui-même. La République et le gouvernement s'opposent aux intérêts particuliers pour instaurer un intérêt national. C'est cette recherche de bien commun qui s'impose en réalité aux féodalités de tout ordre, qu'elles soient économiques, partisanes, judiciaires, qui fait de Gaulle un républicain type. De ce fait, il faut comprendre les relations que De Gaulle entretenait avec la tradition capétienne pour comprendre en réalité la relation que le général entretenait avec la tradition capétienne, refusait d'opposer l'esprit monarchiste et à l'esprit républicain, mais les opposait ensemble au machiavélisme. En réalité, la question pour De Gaulle n'est pas le roi ni la République, mais la France. Et je reprends les mots ici de Philippe de Saint-Robert. De Gaulle souhaita que la République soit fidèle à la France, comme la monarchie lui a été pendant des siècles fidèle. Il faut inventer un régime alliant l'efficacité monarchique avec la réalisation des idéaux d'une république que le délétère régime d'assemblée avait peu à peu vidé de son projet et même de toute espérance. C'est pourquoi De Gaulle est à la fois un restaurateur et un fondateur. Et là encore, on dépasse le clivage entre l'ordre et le mouvement. La Ve République a en réalité pour but de renouer et de réconcilier. Pour lui, il faut exorciser la rupture institutionnelle engagée depuis 1789, remonter le siècle et demi qui nous sépare de la Révolution, ce temps durant lequel la France fut envahie, pour reprendre les mots de Gaulle, 7 fois et pratiqua 13 régimes. L'idée du général de Gaulle, en acceptant la totalité de l'histoire de France, était de renouer avec son passé et son présent, afin de former un gouvernement de synthèse entre deux traditions fondamentales de notre histoire, la monarchie et la Révolution. Il faut savoir que en 1954, durant sa traversée du désert, le général de Gaulle rencontra plusieurs fois le comte de Paris, donc l'héritier de la couronne de France. Rencontre tenue secrète, notamment au domicile de l'ancien gouverneur de la Banque de France. Au cours de l'une de ces discussions, retranscrite par écrit dans les carnets du prince, le général déclara : « Si la France doit mourir, c'est la République qui l'achèvera. D'ailleurs, ce n'est pas le régime qui convient à la France. Si la France doit vivre, alors la monarchie aura son rôle à jouer. En l'adaptant, en lui donnant un sens, elle peut être utile. » Ça vous rappellerait pas, par exemple, ce qu'il disait durant ses mémoires d'espoir ? Vais-je saisir l'occasion historique que m'offre la déconfiture des partis pour doter l'État d'institutions qui lui rendent sous une forme appropriée au temps moderne la stabilité et la continuité dont il est privé depuis 169 ans. Cette idée d'héritage et de modernité. En réalité, le général de Gaulle instaura ce qu'on pourrait appeler une monarchie républicaine. Il a vidé en réalité il a vidé de son sens la question de la restauration en puisant dans les leçons millénaires de la Maison France. Alors qu'est-ce que c'est la monarchie républicaine ? En réalité, qu'est-ce qu'elle n'est pas avant tout ? Ce n'est pas une monarchie déguisée et ce n'est pas non plus un régime de transition. Il faut savoir que ce terme de monarchie républicaine est en fait assez ambivalent parce qu'il a été utilisé plusieurs fois par les détracteurs de la Ve République, mais aussi par ses défenseurs.
Et le général de Gaulle parlait quelquefois, mais uniquement en privé, de monarchie républicaine. Mais ses proches collaborateurs l'ont plusieurs fois employé. Je pense notamment à Michel Debré, qui sous le pseudonyme de Jacques Bruyère écrira en 1943 « La seule chance pour la démocratie française est, si l'on peut ainsi s'exprimer, un monarque républicain ». Alors il faut savoir que le terme, l'expression de monarchie républicaine a été inventé au XIXe siècle par le comte Roederer pour désigner à la fois une monarchie, puisque le pouvoir suprême est confié à un chef unique, et une république, car celui-ci est nommé par la nation entière, par la volonté nationale la plus hautement manifestée. Le pouvoir suprême est limité, le monarque gouverne seul, mais suivant des lois faites pour tous, au nom de tous, en vertu d'une prérogative qu'il tient de tous. C'est en cela que le chef du suprême pouvoir est le chef d'une monarchie républicaine. Et cette définition-là est en total écho avec la conférence de presse du général du 31 janvier 1964, lorsqu'il développa un peu plus profondément la vision qu'il avait de son rôle. Je cite : « L'autorité indivisible de l'État est confiée tout entière au président par le peuple qui l'a élu. Il n'en existe aucune autre, ni ministérielle, ni civile, ni militaire, ni judiciaire, qui ne soit conférée et maintenue que par lui. Il lui appartient d'ajuster le domaine suprême qui lui est propre avec ce dont il attribue la gestion à d'autres. » Et il dira en réalité à Philippe de Saint-Robert : « Nous avons rétabli la monarchie. C'est une monarchie élective, ce n'est pas une monarchie héréditaire. » Dans une deuxième partie, nous allons voir que la certaine idée de la France que proposait le général de Gaulle était en réalité héritée de l'Ancien Régime. Si le général de Gaulle exaltait la modernisation et voulait que la France épouse son siècle, comme il disait, cette évolution ne pouvait se faire naturellement à ses yeux, sans le courant de l'ordre, de la règle et de la tradition. Pour lui, la France était une personne. Et il disait d'elle : la France a l'habitude de la gloire et de la grandeur. La véritable vocation française est celle de la grandeur. Il existe un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Or, nous l'avons vu, la France ne peut être grande si elle n'a pas pour la guider un État qui en soit capable. C'est en réalité la condition de tout. Sous la monarchie d'Ancien Régime, la France était la mère des armes, des arts et des lois. Avec le général de Gaulle, la France est le pays qui porte une part de la noblesse du monde. Mais en réalité, après le général de Gaulle, l'on assiste à un changement de régime, d'une certaine manière. On assiste un peu plus avant, quinquennat après quinquennat, à une déliquescence de l'État, une déliquescence de l'autorité républicaine, une déliquescence de la verticalité du pouvoir et en réalité une déliquescence de la souveraineté. Et je vais prendre 3 exemples pour essayer d'éclairer mes propos. Le pouvoir, écrivait Alain, est naturellement monarchique. Et en réalité, je vais commencer par expliquer la fin de la verticalité du pouvoir en s'attachant au symbole, au code républicain, qui était encore d'usage à l'époque du général de Gaulle et dont certains étaient issus directement de l'Ancien Régime. Ces codes-là offraient au pouvoir une légitimité renforcée. Le faste donnait un sens politique et de la grandeur à la décision. Les coutumes et les symboles servaient la fonction présidentielle. Et même si la fonction l'emportait toujours sur la personne, l'homme devenait presque aussi noble que la tâche qu'il exerçait. Et pour s'en convaincre totalement, on pourrait citer l'exemple de la monarchie anglaise, où la reine, sans véritable pouvoir,
incarne par les ors royaux l'unité du peuple britannique. Malheureusement, beaucoup de ces codes ont disparu, et ceux qui sont restés soulignent, malgré eux, la dichotomie entre l'homme et la fonction. Souvenons-nous par exemple du portrait officiel. Chacun a l'image du tableau réalisé par le peintre officiel de la cour Hyacinthe Rigaud, présentant Louis XIV en tenue de sacre. Le général, quant à lui, avait choisi de se faire photographier par Jean-Marie Marcel le 21 février 1959 dans la bibliothèque de l'Élysée. Donc, si le manteau d'hermine à fleur de lys avait disparu, le général de Gaulle avait revêtu un Spencer militaire, un Spencer d'officier général, avec ses 2 étoiles, un gilet gris d'armes cendrées des chars de combat. Et il portait également le grand cordon de l'ordre de la Légion d'honneur, en écharpe et le collier de l'ordre de la Libération, ordre qu'il aura lui-même créé et dont il fut l'unique grand maître. Alors certains dénonça à travers ces codes l'orgueil déplacé du général de Gaulle. C'est très mal le connaître, lui qui disait à Malraux, c'est peu de choses un individu en face d'un peuple. Et ce sentiment de fierté et d'orgueil d'État, c'était davantage un sentiment de fierté et d'orgueil de l'État, bien plus qu'une satisfaction et un amour-propre. Pour Olivier Guichard, le général de Gaulle réussit parfaitement l'équilibre d'une personnalité dédoublée. On peut faire un lien par exemple avec les 2 corps du roi. Vieille solution chrétienne qui concilie l'humilité de la personne et l'orgueil de la tâche, incarnation et dépersonnalisation. Et la banalisation de la fonction par l'oubli délibéré des usages et des symboles commença bien sûr sur l'ère giscardienne. D'ailleurs, et c'est pas forcément étonnant, Giscard d'Estaing fut le premier à définir la France comme une puissance moyenne. Il démystifia la fonction présidentielle en simplifiant à outrance le protocole républicain. Et là, je vais citer Patrick Buisson en reprenant un extrait de son livre « La cause du peuple ». Avec Giscard, la subversion des codes n'est pas le simple caprice d'un homme épris d'innovation. Elle traduit un changement de perspective, un glissement du centre de gravité. La verticalité a pris congé de l'image présidentielle qui se donne à voir dans les grandes largeurs du format télévisuel. Alors bien sûr, fini l'arrivée du président élu en habit sur le parvis, fini le port du grand collier de la Légion d'honneur par le grand maître de l'ordre, et place bien sûr aux caméras lorsqu'il a invité, par exemple, pour le petit déjeuner, des éboueurs d'origine africaine. Mais souvenons-nous, ironie de l'histoire, on peut se souvenir lors de la campagne présidentielle de 1988, excusez-moi, le Nouvel Observateur ne manqua pas de caricaturer Valéry Giscard d'Estaing, qui était en réalité très très fier de sa particule, en monarque, assis sur une forme de trône avec une couronne excessive, et lui qui aimait bien, et lui qui a bien profité des ors du grand empereur Bokassa et de ses fameux diamants. En réalité, les Français subissent depuis 1974 la sécularisation et la désacralisation du pouvoir. Ils ont vu leur président rejeter toujours un peu plus l'appareil protocolaire, symbolique et rituel qui s'attachait à la monarchie républicaine. Encore récemment, Emmanuel Macron surgit non pas tout à fait de nulle part, mais sans autre passé politique qu'un court moment comme conseiller à l'Élysée et qu'un temps à Bercy, proposa aux Français comme photo officielle une image assez étonnante où il pose entre le drapeau français et le drapeau européen. Il nous laisse peut-être le choix de notre patrie. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il pose derrière son bureau les mémoires de guerre du général. Est-ce le seul lien qui le lie, qui le relie au fondateur de la Ve République ? Bref, les insignes et les parures rangées, les locataires de l'Élysée préfèrent en tout cas se faire prendre en photo en maillot de bain au fort de Brégançon, étalant volontairement leur vie privée sur les unes des magazines, parfois même en scooter, dans de sombres dessins,
et parfois de communication électoraliste. Ce qui est en réalité dramatique pour les présidents élus, c'est l'incompréhension au moins partielle de leurs fonctions. À la verticalité du pouvoir, c'est substituer une communication horizontale et une approche marketing du pouvoir qui a fait perdre au président le sens du long terme et par là même le sens de l'État. Il devrait peut-être méditer cette phrase: quand les peuples cessent d'estimer, ils cessent d'obéir. Le général de Gaulle, en parlant de la Constitution, il disait « La Constitution est avant tout des pratiques, un esprit et des institutions ». La Ve République a été modifiée 24 fois et en réalité elle a été vidée de sa substance. On peut parler du quinquennat, on peut parler de la place de l'Union européenne et on peut parler aussi des pratiques, je pense notamment aux primaires. L'élection du président de la République était faite pour sortir un homme des partis et en fait on le fait réintégrer son propre parti par ces primaires-là. Et j'ai m'attardé sur un point qui pourrait paraître une nouvelle fois anecdotique, sur la grâce présidentielle. Pratique qui était héritée de l'Ancien Régime et qui a très largement été limitée sous le président Nicolas Sarkozy en 2008. Maintenant, l'article 17 prévoit que le président de la République n'a la possibilité désormais que de faire des grâces qu'à titre individuel. L'homme de la nation n'est plus en mesure d'effectuer des grâces collectives. Je crois que le président de la République, Sarkozy, aurait dû méditer sur l'histoire de France et se rappeler ce qu'eut vécu Louis XV. On dit que l'histoire se répète toujours deux fois. Alors comme je dis, cette évolution constitutionnelle rappelle l'attitude qu'avait Louis XV. Il faut savoir que Louis XV était un homme qui aimait beaucoup les femmes. Il y a eu beaucoup de maîtresses et beaucoup de conquêtes, notamment Madame de Mailly, sa première maîtresse officielle, qui était en réalité l'arrière-petite-nièce de Mazarin. Tourmenté par ses infidélités, malheureux et inconfortable dans sa vie morale, le roi décida à l'encontre de la tradition de ne plus guérir les écrouelles. Le roi refusa le 22 mars 1732 en réalité de se confesser pour être en état de grâce, pour guérir ses sujets. Le cardinal de Berny écrira « Le roi de la religion, il a mieux aimé s'abstenir des sacrements que de les profaner. » Certes, mais le roi abîma la monarchie sacrale. Et l'avocat Berbier écrira « Il est dangereux pour un roi de donner un pareil exemple à son peuple. » Mon troisième et dernier exemple, le général de Gaulle aura de cesse, et là dès 1900, dès la Seconde Guerre mondiale, 1940, de tenter de rétablir le traité de Westphalie. Ce traité qui avait mis fin à la guerre de 30 ans et qui fut une épouvantable tuerie tout au long du XVIIIe siècle. Plus de 4 années furent nécessaires pour trouver un accord de paix, jeter les bases d'un nouveau mode juridique de relation entre États. Et ce fut notamment les travaux du jurisconsulte Baudin qui permit de convenir que tout État est indépendant de toute haute autorité et légalement égal aux autres États. En d'autres termes, depuis le traité de Westphalie, les relations internationales entre États modernes sont basées sur les postulats suivants: l'équilibre des puissances, l'inviolabilité de la souveraineté nationale, le principe de non-ingérence dans les affaires d'autrui. Et là, je vous propose de regarder la conférence et même de lire le livre d'Éric Branca, L'ami américain, où il explique bien comment le général de Gaulle a bataillé pour réinstaurer la souveraineté française au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il faut rappeler que par exemple le président Roosevelt avait imaginé partager la France en trois et que toute la rive gauche du Rhône devait être intégrée à l'Italie. Il faut se rappeler également du projet de Lamgotz. Eh ben non, le général de Gaulle, en 1944-1945, fit sortir la France vainqueur. Elle rentra au Conseil des Nations Unies, elle eut une part de territoire de l'Allemagne,
Elle fit partie véritablement des puissances victorieuses contre l'Axe allemand. Et à la fin de l'ère gaullienne, on a assisté petit à petit, quinquennat après quinquennat, à une démission du politique. Désormais, la politique internationale se décide principalement outre-Atlantique. Le pouvoir de battre monnaie est à Francfort et le pouvoir législatif a très largement déménagé à Bruxelles. Et tous ses prédécesseurs ont fait ça. Ça a été, avec Pompidou, déjà la fin de l'Europe gaulienne. Le général de Gaulle disait que l'Europe était le moyen pour la France de retrouver sa place, la place qu'elle avait perdue depuis Waterloo. Pompidou accepta que le Royaume-Uni rentrât dans l'Union européenne. Valéry Giscard d'Estaing, en 1976, accepta l'élection au suffrage universel de députés européens et l'institutionnalisation du Conseil de l'Europe. En 1986, avec l'acte unique, c'est la fin du vote à l'unanimité pour les différents pays de l'Union européenne. Sous l'ère mitterrandienne, parce qu'il y a un livre également qui s'appelle Mitterrand, le dernier des Capétiens. Sous l'ère mitterrandienne, et là je vous rappelle notamment le débat que Philippe Séguin, grand souverainiste, eut avec Mitterrand lors de la campagne sur le traité de Maastricht. Le président de la République française déclara que le projet d'une diplomatie commune serait une œuvre admirable pour notre génération. Parce que tout en ayant gardé leur patrie, les Français auront conquis une deuxième, l'Europe, notre Europe, mais cela au prix d'une modification de notre Constitution. C'est-à-dire qu'en réalité, les députés ont voté une modification de la Constitution sans en faire appel au peuple. Et encore plus récemment, en septembre de cette année, on pourrait rappeler le discours de notre cher président Macron, célébrant le mythe d'un peuple européen et d'une Europe souveraine. Je cite: « Je ne laisserai rien à toutes celles et ceux qui promettent la haine et la division ou le repli national. Je ne leur laisserai aucune proposition. C'est à l'Europe de les faire, c'est à nous de les porter. » Alors en réalité, à la fin de ce petit exposé, la véritable question qui se pose, c'est de savoir si la parenthèse gaulienne était-elle pour la France le dernier sursaut capétien ou les prémices temporairement avortées d'une restauration véritablement politique. Alain Peyrefitte rapporta dans ses cahiers l'une des nombreuses discussions qu'il eut avec le général de Gaulle. Et Peyrefitte demanda au général: « Mon général, la France existera-t-elle toujours ?» « C'est probable, lui répondit-il, mais ce n'est pas certain. Si elle n'a plus la dimension d'une grande puissance, si elle n'a plus une grande politique, elle n'est plus rien. Regardez le Portugal. Il était grand. Ce tout petit peuple a conquis le Brésil, les côtes de l'Afrique, de l'Inde, de la Chine. Aujourd'hui, c'est un pauvre petit pays. La France va-t-elle décliner ? La France va-t-elle se portugaliser ? Ou va-t-elle remonter la pente ? Va-t-elle s'engloutir ? Personne ne peut le dire. Elle a connu des hauts et des bas. Elle a montré au monde qu'elle était un grand peuple. Elle s'est vautrée dans sa bauge. J'essaie de pratiquer l'affirmation de la France au nom des Français. Pour le moment, les Français me suivent. Il n'est pas sûr qu'ils suivront toujours la même voie, celle de l'effort. Il n'est pas sûr qu'ils ne préféreront pas retourner au fossé. Mais rappelons-nous que si nous n'avons plus une grande politique, comme nous ne sommes plus une grande puissance, nous ne serons plus rien. Car la nation française est vulnérable, terriblement vulnérable. Il faudrait alors, pour reprendre les mots de Maurice Barrès, que les Français se souviennent que toute époque est bonne où éclate l'énergie française. Et n'oublie pas la verve gaulienne qui nous lance ce message d'espoir.
Ce que j'ai fait sera tôt ou tard source d'ardeur nouvelle après que j'aurai disparu. Mais d'ici là, il nous faudra se rappeler que la seule querelle qui vaille est celle de l'homme, et d'avoir le courage pour continuer la France, de viser haut et de se tenir droit. Je vous remercie.